troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Notre plateau est toujours au complet. Grégory Sileni, Sega Gundiam, Blaise Doumbé-Youm sont toujours sur ce plateau. Place à notre zoom. Un habitat social insuffisant, voire inexistant. Le logement social, l'un des nombreux défis du continent, et la pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier. Dans certains pays, la carence se chiffre à plusieurs millions de logements et la pénurie ne cesse de favoriser la naissance et l'extension des bidonvilles. Le point sur la situation dans ce sujet de Corinne Kamzefen. Selon Shelter Afrique, une société pour l'habitat et le logement, le continent doit fournir 4 millions d'habitations par an pour satisfaire ses besoins en logement. L'Afrique est aujourd'hui peuplée de plus d'1 milliard de personnes, un chiffre qui pourrait se situer à environ 1,6 milliard en 2030. Cette forte croissance démographique entraîne inévitablement une urbanisation accrue avec une demande conséquente en logement décent. Ces taux de croissance élevés ont entraîné une augmentation de la demande d'infrastructures et de logements dans les zones urbaines. Malheureusement, la planification urbaine et les investissements dans le logement sont souvent en retard, ce qui entraîne un déficit de logement. La hausse de la demande de logement à son tour a conduit les prix de l'immobilier à la hausse, ce qui restreint l'accès au logement décent, notamment pour les ménages pauvres, à revenus faibles et moyens. Les données de Shelter Afrique révèlent que cette crise du logement frappe de nombreux pays africains. L'Ouganda notamment est confronté à un déficit annuel de 1,6 million de logements, 2 millions de logements au Kenya, 3 millions de logements en Tanzanie, 3 millions de logements nécessaires en Afrique du Sud et 17 millions au Nigeria. Shelter a raison de pouvoir insister sur le fait qu'il faut des politiques publiques appropriées. Mais vous savez, le logement, il va ensemble avec le revenu des individus, parce que le logement, il faut l'acquérir. Le problème à résoudre, c'est un problème de véritable politique publique, économique, pour être en mesure d'assurer un bon niveau d'emploi et un bon niveau de rémunération. De nombreuses initiatives visant à fournir des logements décents sont en cours sur le continent. En 2018, le gouvernement nigérien a lancé une banque pour l'habitat. Dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA, la Banque nigérienne de l'habitat a pour mission de financer la promotion immobilière, la production et l'amélioration de l'habitat social dans ce pays. Sega Gundiam, est-ce qu'on peut parler d'un échec des différents gouvernement sur cette question? Alors, j'ai quand même envie de prendre un exemple, et c'est peut-être le plus criant, qui est le Caire en Égypte, où plusieurs politiques ont été entreprises, depuis même le président Nasser. On en revient toujours à la même chose. On ne cherche pas la cause première. On passe son temps à soigner les plaies. On ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui provoque ce genre de choses. Il y a de l'exode rural. Le vrai problème, il est là. À la campagne, dans nos brousses, je ne parle pas de confort, hein, c'est autre chose. Ils n'ont pas de problème de logement. Mais quand tous viennent en ville et qu'on n'a pas la capacité de fournir ni du travail, ni des logements à tous ces gens qui viennent à ville, le problème, ce n'est pas de ne pas pouvoir le faire, c'est de faire en sorte qu'ils trouvent ce dont ils ont besoin où ils sont, où ils étaient auparavant. Tout à fait. Donc on en arrive à la décentralisation qu'on évoquait tout à l'heure, au développement local. Il se trouve que je suis donc chef d'entreprise d'une entreprise de bâtiment en Afrique, et au Cameroun en particulier, où il y a de nombreux programmes publics qui ont été mis en place. Pour le cas particulier, singulier du Cameroun, c'est un problème de gestion, non pas de volonté gouvernementale. La volonté gouvernementale y est, il y a eu des moyens. Mais quel est le problème alors? Là-bas, il y a eu beaucoup de problèmes de détournement. Ça, c'était le problème de détournement. Mais on revient à ce qu'il disait. C'était ce que j'allais dire. Il m'a pris le mot à la bouche. C'était effectivement résolvons le problème à la base. L'exode rural est important parce qu'on ne développe pas nos campagnes, nos villages, tout simplement. Si on donnait du travail localement, en développant l'agriculture, les piscicultures et un certain nombre d'activités champêtres. Donc, en fait, de fixer les populations. Bien entendu. Les gens partent de leur village. Pourquoi? Pour espérer avoir un travail en ville. Ils n'ont donc pas les moyens de vivre en ville et finalement, ils se paupérisent et vivent donc dans la marge. Même si on construisait 200 millions de logements, comment ferait-il pour y habiter s'ils n'ont pas les moyens financiers d'acquérir ou de louer? C'est impossible. On l'a aussi dans les grandes villes des pays développés.
développer, en disant, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas ce mot, mais je l'utilise aujourd'hui, pour dire, dans ces grandes villes, des grandes capitales du monde, on voit aussi ce que fait le Caire, on voit ce que fait l'Algérie, parce que l'Algérie également a ce grave problème. Ils ont mis des programmes en place pour développer justement l'habitat, mais c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire nos hommes politiques viennent penser des plaies là où il faut aller traiter à la base le problème. La base, c'est développer nos régions en profondeur. Décentraliser, pourquoi pas, déconcentrer, pourquoi pas, mais donner du travail dans les campagnes. Nos campagnes sont vides, nos villages sont vides et les gens n'ont pas d'activité, si ce n'est se nourrir des petites choses autour de leur maison. Non, il faut développer de vrais programmes qui permettent de créer des lycées agricoles, de créer des lycées techniques dans ces zones-là, afin que les gens apprennent à travailler leur terre et à en vivre, eux, dans leur région et dans l'environnement. C'est le minimum. Et ils habiteront là, les villes s'ouvriront, on respirera, mais on ne va pas ramener tout le monde les concentrer dans une ville quand même. Je pense que moi j'irai un petit peu plus loin. La problématique du logement, on est toujours dans les mêmes considérations, c'est qu'il y a une volonté de mimétisme de nos élites et de la classe dirigeante de copier ce qui se fait en Occident et notamment aussi en France. Je pense que la question du logement, en fait, elle renvoie à plusieurs choses. La première, c'est de créer son propre paradigme par rapport au logement. Et c'est là, pour moi, le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on a des pays, aujourd'hui, on est en fait dans un contexte, on va dire, entre guillemets, je vais utiliser ce concept de réindépendance. C'est-à-dire que normalement, toutes les infrastructures qu'on est en train de voir dans beaucoup de pays, soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce que nous voulons faire aussi à Madagascar, c'est des choses qui auraient dû être faites post-années 60. Et on est en train de le faire maintenant. Si ça a pu se faire, c'est grâce notamment aux investissements chinois, qui a changé complètement la donne et qui a permis d'avoir un développement rapide au niveau des infrastructures. La seconde chose, c'est que si aujourd'hui, les populations en fait, ont pu évoluer, une classe moyenne a pu émerger en Afrique, qu'on évalue à peu près en vision pessimiste à 200 millions sur le continent. Le problème, c'est qu'au niveau du logement, en fait, on n'a pas ce qu'on appelle, c'est l'économiste Stuart qui en parle, le bottom of pyramid. C'est-à-dire que la classe pauvre qui est la plus élevée en Afrique, elle n'a pas un logement qui lui correspond pour qu'elle puisse s'approprier ce logement financièrement. Parce que pour avoir ce logement-là, il faut un emploi, il faut qu'elle en ait les moyens. Et normalement, dès qu'on fait ces logements-là, qu'on peut le voir, ça a été le cas en Angola, à Luanda, on a une ville morte, c'est-à-dire qu'on a des très beaux logements qui répondent aux standards occidentaux, européens, mais personne ne peut habiter ces logements-là parce que personne n'en a le pouvoir d'achat. Donc il faut créer vraiment un modèle de logement habitable pour nos populations, parce que quand on parle de logement, c'est pour les gens les plus paupérisés, pour qu'ils puissent habiter un logement et puis un emploi aussi. Et je pense qu'il faut aussi, je rejoins un peu mon camarade, c'est aussi attaquer la question de l'emploi, du secteur informel, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quand on a des économies avec 80% d'économies informelles ou entre 50 et 80%, comment voulez-vous construire des logements pour ces personnes-là? Ils ne pourront pas rentrer en venant du secteur informel. Déjà, ils vont se formaliser en entrant dans le logement. Et après, il faudra trouver donc un emploi formel. Donc on met la charrue avant les bœufs là. Donc c'est tous ces enjeux-là, à mon avis, qu'il faut pointer et mettre en exergue. En fait, c'est simplement un échec de politique économique au pluriel. Je commence par la fin, ce que vous dites. Le sujet, ce n'est pas de fournir autant de logements à tous les gens qui viennent en ville. C'est de fixer les gens en leur donnant les possibilités de... Il y a les transports. Mais on va plus loin encore. Ce sont des échecs de politique économique pour une raison très simple. Vous parliez tout à l'heure de développer l'agriculture dans les zones agricoles, la pisciculture, la pêche dans d'autres zones. En réalité, il y a un besoin. Bien sûr. Regardons nos pays. L'essentiel des productions agricoles pourrissent sur place parce qu'il n'y a pas de moyens logistiques, soit pour les stocker, soit pour les transporter dans les zones de consommation. Donc il y a lieu de faire des petites unités de transformation, c'est un besoin. Et si on fait des petites unités de transformation, automatiquement, on va entraîner des emplois, on va amener des cadres qui vont devoir venir diriger ces petites unités, et les amenant, on sera obligé de développer l'école pour leurs enfants, on sera obligé de développer les centres de santé. Les centres de santé. Tout se fait naturellement. Tout à fait. C'est un cercle vertueux. Bien sûr. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de se battre, de courir après la charrue. Tout à fait. Bon, mais ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'appropriation du territoire. C'est politique. Et quant enfin, franchement, on est à combien? À quasiment 60 ans, plus ou presque de nos indépendances. Arrêtons de parler de la période coloniale, si on est sérieux.
Ouais. Ah oui, non, ça c'est... Sur ce fameux modèle de la maison, pour revenir à ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Les matériaux avec lesquels on construit aujourd'hui dans la plupart des pays, d'ailleurs très chauds, sont de l'alu, la tôle, qui vous produisent du ciment, alors que nous avons de la terre qu'on peut transformer, qui est isotherme d'ailleurs, et c'est autant de choses, de paradigmes comme ça qu'on devrait changer chez nous pour au moins adapter nos besoins à nos réalités. Ça y va de nos vêtements à l'habitat, aux soins, etc. On a trop de regards vers l'extérieur alors qu'on a tout chez nous qu'on peut transformer. Encore une fois, on manque de créativité et d'imagination. On sait que copier est mal. C'est tout. Alors, dans certains pays, il y a quand même la construction de milliers de logements sociaux, mais il y a quand même une problématique qui se pose, c'est que ces logements ne sont pas attribués à ceux qui en ont le plus besoin, mais plutôt à des hauts fonctionnaires. On l'a dit, ils n'ont pas les moyens d'accéder à ces logements. Soit on les crée et ils y entrent gratuitement et on aura un problème d'entretien de ces logements-là, puisqu'il n'y aura pas des moyens. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de traiter le problème à la base. On l'a dit, ces vraies politiques qui doivent se projeter sur 30 ans, mais en commençant par mettre en place des structures qui vont permettre de fixer les gens dans leur zone de confort, leur région, leur village, et d'y créer tout autour un certain nombre d'activités qui leur permettent de vivre, transformer, d'abord cultiver, récolter, transformer sur place, et mettre des routes. Ça va rendre l'agriculture beaucoup plus productive. Mais bien sûr. Parce qu'ils tireront quelque chose de... Le paradoxe de cette Afrique, c'est que pour la plupart de cette Afrique, elle importe. Elle importe même des produits qu'elle peut produire. Chez elle, elle les importe. On parle de pays pauvres, mais qui importent des choses à 80% dans leur balance commerciale. Ils importent des produits de première consommation à l'extérieur. Riz, lait, blé. L'Afrique n'a pas besoin de blé, mais elle va acheter du pain, du blé, de la farine de blé à l'extérieur, alors qu'elle peut avoir des farines produites par son manioc, de mil, etc. C'est des paradigmes qu'on se laisse inculquer, qu'on s'est laissé imposer, qu'on devrait rapidement changer. Et nos leaders... En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas d'une politique de l'habitat dont on a besoin. C'est une politique économique qui permette aux campagnes, à nos villages de se développer. Aussi simple que ça. Tout à fait. Ce n'est pas une politique d'habitat. Et sans donner de l'argent forcément aux gens. Puis il faut faire très attention et vigilant. C'est que dans cette politique, c'est le risque d'endettement. C'est-à-dire que c'est des grands projets. Là, pour le moment, on a des taux de croissance qui sont assez élevés de manière générale. Mais qu'est-ce qui va se passer à 20 ans? Vous parlez d'une politique structurelle, c'est ça, à 20 ans, 30 ans. On ne sait pas ce qu'on va hériter. Sachant qu'on voit bien que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas une adéquation, une coordination entre ces constructions de beaux bâtiments et la population à côté. Et un mot de provocation, je disais à des étudiants que j'avais lors de mon dernier séjour, si on a à proposer à l'informel que de les fiscaliser, je ne vois pas pourquoi ils sortiraient de l'informel. Non. Alors, on en vient également de dire peut-être que pour élargir un peu, alors on a donc un stock insuffisant de logements, mais il y a aussi pour les logements qui existent, on va dire quelque chose au niveau de la qualité du logement. Quand on parle de manque, d'absence d'accès à l'eau potable, accès à l'électricité, donc là on a plusieurs défis qui se rejoignent, Grégory. Mais il va de soi que c'est un ensemble, un agglomérat de problèmes. On ne peut que rajouter des problèmes aux problèmes. Nous avons déjà des villes surpeuplées. Parce que mal organisée, parce qu'une copie maladroite, malheureuse des pays occidentaux. Elle ne ressemble pas aux villes africaines de l'époque, telles qu'elles étaient organisées avant. Mais en même temps, si on faisait telles qu'elles étaient organisées avant, elles ne seraient pas forcément adaptées aux réalités actuelles. Ah non, elles seraient différentes. C'est-à-dire qu'il existe encore nos campagnes, ce que moi j'appelle villages. Donc il existe encore nos campagnes et villages qui pourraient être mieux organisées. Le problème, c'est que ces campagnes ont une vue vers les villes. Oui. Les jeunes, quand ils y grandissent, n'ont aucune activité. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en ville. Ils désertent donc la campagne. Ils laissent les vieux qui vont y mourir de leur belle mort et ils vont en ville errer. Construisez donc 3 millions de logements. Mais comment vont-ils payer ça? Il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème de travail, il y a un problème d'emploi dans ces villes. La majorité de nos villes africaines subsahariennes ont 30 à 40% de taux de chômage. Mais comment vous allez faire pour mettre des gens... Ils y habitent dans des bidonvilles, ils y ont créé des bidonvilles parce qu'ils n'ont même pas les moyens
même pour les logements qu'on pourrait créer demain, d'y habiter et de payer ce logement. Si l'État s'endette pour créer ça, l'État, on l'a dit tout à l'heure, sur des problèmes structurels, va cumuler un tas de dettes comme ça et de problématiques. On ne va pas subitement sortir de là par l'enchantement. Il faut d'abord créer l'emploi, repenser nos politiques pour que nous-mêmes, nous nous développions avec nos propres moyens. Qu'est-ce que c'est que d'avoir aujourd'hui un bâtiment en béton en Afrique, sincèrement? Mettez ça avec de la terre bien faite, avec des ingénieurs locaux qui ont appris à transformer et donnez-y une fierté parce que si nos dirigeants eux-mêmes consomment ces produits-là, les populations finiront par les consommer. S'ils se soignent en Afrique, les populations se soigneront en Afrique. Ils créeront des structures pour ça. Mais si tout le monde a un regard vers l'Occident, on se retrouvera en grande difficulté permanente. C'est un truc systémique. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour toutes vos explications. Merci à vous, Blaise Ndoumbé-Youm. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Merci à vous également, Grégory Sileni, chargé de communication du TEM, Tous Ensemble pour Madagascar, une coalition de soutien au président And Rajoel. Merci également à vous, Segagun Diam. Je rappelle que vous êtes consultant en management et normes de contrôles internes. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très vite dans l'Africa Newsroom. Merci.